Mes chers amis, j'ai la joie de vous annoncer la publication d'un livre qui me tient énormément à cœur, qui s'appelle Il était un fleuve de Diane Setterfield. Donc Diane Setterfield, c'est une écrivaine britannique dont j'ai traduit le précédent livre également, qui s'appelait L'homme au manteau noir et que vous connaissez peut-être parce qu'elle a publié aussi il y a une dizaine d'années un livre qui s'appelle Le 13e conte qui avait eu énormément de succès. Donc elle nous revient avec Il était un fleuve, qui en fait est une histoire qu'on pourrait qualifier de gothique, victorienne, mais également moderne. Donc tout se passe dans un pub, tout commence dans un pub qui se trouve sur la Tamise, à un endroit qui s'appelle Bradcote. Je vais vous lire d'ailleurs le tout début du livre, qui je trouve est une excellente entrée en matière. Il était une fois une auberge paisiblement installée sur les berges de la Tamise à Radcote, à une journée de marche de la source. Les auberges étaient nombreuses en amont du fleuve à cette époque, et partout on pouvait s'y saouler, mais outre le cidre et la bière qu'il convenait d'y trouver, chacune présentait une spécificité. Le Red Lion à Kelmscott était réputé pour la musique. Les bateliers y jouaient du violon le soir et les fromagers y chantaient des complaintes sur l'amour perdu. À Inglesham, il y avait le Green Dragon, havre de contemplation fleurant le tabac. Si vous étiez joueur, le Stag à Easton Hastings était parfait pour vous. Mais si vous préfériez les ambiances bruyantes et querelleuses, rien ne valait le Plough aux abords de Buscott. Le Swan, à Radcote, possédait lui aussi sa spécialité. On s'y rendait pour écouter des histoires. Le Swan était un établissement très ancien, peut-être le plus ancien de tous. Sa construction s'était échelonnée sur 3 périodes. Le premier bâtiment était vieux, le deuxième très vieux, et le troisième encore plus vieux. Ces 3 différents corps de logis étaient réunis par le chaume qui leur servait de toit, le lichen qui poussait sur leurs pierres vénérables, et le lierre qui grimpait le long de leurs murs. L'été, les gens venaient des villes par le chemin de fer nouvellement installé, en excursion pour la journée, et louaient une barque afin de passer l'après-midi sur le fleuve avec un pique-nique et une bouteille de bière. À la saison froide en revanche, les clients, tous des environs, se rassemblaient dans la salle d'hiver. Une salle toute simple, dans la partie la plus ancienne de l'auberge, avec une seule fenêtre percée dans un épais mur de pierre. De jour, elle donnait sur Radcote Bridge et le fleuve qui s'écoulait entre ces 3 arches sereines. De nuit, et notre histoire commence une nuit. Le pont était noyé dans l'obscurité, et c'était grâce au bruit sourd et sans limite de ces grandes quantités d'eau en mouvement qu'on parvenait à situer l'étendue des ténèbres liquides au dehors, mouvantes et ondulantes, sombrement illuminées par l'espèce d'énergie qu'elles dégageaient. Donc voilà, je trouve que ce début est très bien parce qu'il nous montre vraiment qu'on est face à une conteuse qui nous raconte une histoire, qui va jouer en fait avec tous les éléments du genre. Donc dans cette auberge, les gens sont réunis, c'est la nuit du solstice d'hiver, quand tout à coup, la porteuse de l'auberge s'ouvre, on n'attend plus personne, tous les habitués sont là, et là apparaît un homme au visage complètement tuméfié, détruit, qui porte dans ses bras une espèce de mannequin. Cet homme s'effondre. Le mannequin tombe. Donc on le redresse, on s'empresse autour de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a perdu connaissance. On regarde ce mannequin et on s'aperçoit qu'en fait c'est le corps d'une petite fille de 4 ans qui est morte. Donc là, le trouble est à son comble. On va appeler une infirmière pour venir s'occuper de cet homme qui est blessé. Cette infirmière s'appelle Rita Sunday. Et c'est vraiment un personnage formidable. C'est une personne qui est orpheline, qui a été élevée dans un couvent, qui est devenue infirmière, parce qu'à l'époque, bien sûr, dans les couvents, on avait aussi une partie où on soignait les pauvres, les déshérités, tout ça. Finalement, elle n'a jamais prononcé ses vœux, elle est devenue infirmière, et c'est un esprit très éclairé, très scientifique. C'est pour ça, quand je parle de modernité, voilà, c'est un personnage formidable parce que
elle est aussi très féministe parce que c'est une femme qui remet en cause le fait de devoir avoir des enfants quand on est une femme et pour pouvoir faire une carrière pour laquelle elle est totalement destinée. Donc cette infirmière, Rita Sunday, va s'occuper du monsieur, va nettoyer ses plaies, le recoudre. Et puis avant de partir de l'auberge, on lui a parlé du corps de la petite fille qu'on a emmenée dans une remise à l'écart. Elle se dit, bon, je vais quand même aller voir ce qui s'est passé, c'est très bizarre. Elle s'approche de l'enfant, donc elle fait évidemment tous les examens nécessaires. Elle constate que bon, ben, la petite fille est décédée. Et puis, elle ne sait pas pourquoi. Elle reste là, elle la regarde, et puis à un moment, elle prend son poignet comme pour lui prendre le pouls. Et là, stupéfaction, battement. Elle se dit c'est pas possible, elle recommence tous ses examens et effectivement le pouls bat. Et tout à coup, miracle, la petite fille ouvre les yeux. Donc évidemment, Rita Sunday est profondément troublée parce que c'est un esprit rationnel qui ne croit pas du tout au surnaturel, ni que les morts puissent revivre. Elle la prend dans ses bras et elle revient, donc à nouveau la porte s'ouvre dans le pub et les clients du pub estomaqués voient que cet enfant est revenu à la vie. Donc évidemment, c'est un début tout à fait extraordinaire. L'histoire, donc, je ne vais pas tout vous raconter, ça c'est vraiment juste le début, va ensuite s'interroger sur qui est cet enfant. Parce que la petite, après, donc, se réveille complètement, mais elle ne parle pas. Donc, le doute plane sur son identité. Or, il se trouve que dans la région, il y a plusieurs personnes qui vont venir déclarer que c'est leur enfant. Il y a un couple de riches bourgeois industriels dont l'enfant a été kidnappé 2 ans plus tôt, dont on n'a jamais retrouvé le corps, qui se précipitent en se disant qu'avec un peu de chance c'est leur fille et qui reconnaissent leur enfant. Il y a un jeune homme qui a épousé par intérêt une jeune femme à qui il a fait un enfant et qu'il a totalement abandonné. La mère s'est suicidée, l'enfant a disparu. Donc on pense immédiatement que c'est sa fille à lui. Et enfin, il y a Lily, une sorte de femme un peu simplette qui est entre guillemets la bonne du curé, qui croit reconnaître sa sœur qu'elle a perdue des décennies plus tôt et qu'elle voit réincarnée dans cet enfant. Donc, où est la vérité ? Donc, une sorte d'enquête commence pour savoir qui est la petite fille. Tous les personnages sont passés en revue. Et là où Diane Setterfield a vraiment un talent de conteuse incroyable, c'est qu'elle va tisser des liens entre tous ces personnages, raconter leur destin, raconter leurs relations, avec toujours ce retour au Swan, avec tous les clients donc, qui eux-mêmes racontent des histoires et qui vont nous tisser donc tout un conte qui est tout à fait fabuleux. Elle mêle à son récit des choses qui sont tout à fait surnaturelles, évidemment, et en même temps, elle arrive toujours à nous montrer qu'en réalité, les choses ne sont peut-être pas si surnaturelles que ça. Elle va jouer avec aussi tous les codes donc du genre gothique, puisqu'à un moment, il est question d'un nocher qu'on appelle le silencieux, qui un jour a perdu sa fille et qui a fait un pacte avec les puissances de l'au-delà pour que sa fille revienne à la vie. Et en même temps, lui a donné la sienne, il est devenu le passeur. Il vient récupérer les gens qui se noient, entre guillemets, dans le fleuve, et soit les ramène du bon côté de la vie, ou au contraire les emmène du côté du royaume des morts. Enfin voilà, il y a plein de légendes qui s'entrecroisent, plein de destins. Et il y a aussi donc cet aspect, moi, que je trouve formidable, extrêmement moderne dans la narration, puisqu'elle interroge aussi toutes sortes de choses. Par exemple, on a un des personnages principaux est un noir, c'est le fils d'un comte et d'une servante, et qui va avoir une influence très très intéressante sur toute cette histoire. Il épouse une jeune femme, donc une anglaise entre guillemets blanche, et qui est une femme qui a eu des déboires dans sa vie,
qui est boiteuse, qui a un œil qui part, enfin qui tourne comme on dit, et qui est omniscient. Donc quand elle voit les gens, elle a un cache-œil, quand elle l'enlève, elle voit la vérité profonde des gens. Bon, il y a plein de personnages comme ça qui sont très intéressants, avec lesquels effectivement elle arrive à donner un regard complètement moderne sur le conte gothique. Et elle a même introduit un personnage que moi je trouve absolument fascinant, qu'au départ on prend pour une voyante et qui en réalité est une psy. Mais évidemment on n'a pas les codes on n'a pas ces termes-là dans le récit du 19e. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce livre parce qu'il il est fascinant, il est extrêmement riche, il y a plein de choses très inattendues. Et il y a aussi un aspect qui moi m'a enthousiasmée en tant que traductrice, c'est que c'est très très poétique. En fait, la Tamise, bon, le livre s'appelle Il était un fleuve parce que la Tamise est un vrai personnage. Ce n'est pas seulement un décor, c'est un personnage qui est là en permanence, qui est toujours dans le fond. On entend le bruit de l'eau qui coule. Parfois, donc il y a des gens qui sont ravis au monde des vivants, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, comme s'il y avait une influence un peu surnaturelle aussi. Et chaque fois, donc, voilà, les gens tombent dans le cours du fleuve, on ne sait pas ce qui va leur arriver, comme si c'était une espèce de divinité qui allait décider de leur sort. Et donc toutes les descriptions que Diane Setterfield fait du fleuve sont absolument belles et poétiques, et c'est vraiment un très très grand bonheur à traduire. De manière très récurrente, elle montre bien d'ailleurs que son récit est comme un fleuve, puisqu'il y a un cours principal, mais il y a aussi des affluents, des choses qui viennent s'ajouter au cours principal. Et puis ce cours principal décrit des méandres, voilà. Donc en fait, toute l'histoire, j'ai envie de dire, c'est comme un fleuve. Et elle le dit de manière très très claire à un moment, puisqu'elle dit « Une histoire comme un fleuve ne commence pas au premier mot ni à la source ». Mais bien avant, et bon, elle file la métaphore. Alors Diane Setterfield est une professeure de littérature qui donc connaît par cœur le 19e siècle, et d'ailleurs tous ses livres se passent à cette époque. Le premier, le 13e conte, était très inspiré par Jane Eyre. Celui-ci, je pense, est plus proche de Dickens. Donc pour les gens qui ont lu Dickens, effectivement on retrouve des personnages qui peuvent faire penser à des héros dickensiens, et en particulier donc des personnages qui sont très bons, un peu naïfs parfois, et qui veulent essayer de mener leur destin à bien. Et il y a un passage à un moment, il y a un jeune garçon qui s'enfuit de chez son père, qui est un boucher qui le bat comme plâtre. Il se sauve, et donc il raconte après toute son errance pendant des mois jusqu'à Londres, et c'est un long monologue. En fait, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un personnage d'un roman de Dickens. Elle a une maîtrise évidemment de tous les codes de cette littérature qui est fabuleuse, avec donc ce recul de l'écrivaine qui écrit de nos jours, et qui peut donc rajouter toute une dimension à tout ça. Et moi j'adore ce livre.